Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Patrick Rosenblatt, le directeur de la chaire Égalité, Inégalité, Discrimination. Très heureux de vous accueillir pour cet après-midi consacré à une part de notre histoire que nous allons finalement discuter ensemble, traverser ensemble. La chaire Égalité, Inégalité, Discrimination, je ne vais pas la présenter, certains parmi vous la connaissent, d'autres ne la connaissent pas. Ceux qui auront envie de mieux la connaître peuvent aller sur le site de l'Institut d'études du travail de Lyon en tapant IETL et ils trouveront toutes les informations et les renseignements qui pourraient les intéresser. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là. Une partie du public n'est pas encore arrivée. Tant pis pour eux, je dis ça comme ça, parce qu'on a une après-midi très chargée avec un film, une présentation derrière et après un livre. Et après, on voudrait que vous ayez le temps de pouvoir vous exprimer, de dialoguer avec nos invités. Donc, avant que je passe la parole à ceux qui ont permis et permis d'organiser cet après-midi, cette séance, je voudrais juste dire quelques mots sur la façon dont on va procéder une fois qu'on aura terminé ces 3 séquences qui étaient présentées au programme et sur lesquelles certains d'entre nous reviendront. On passera la parole à la salle pour que vous puissiez soit faire part de témoignages, si vous avez envie d'en faire part, soit poser des questions. La règle du jeu, c'est qu'on donnera en priorité la parole aux réunionnais présents dans la salle, voilà, pour qu'ils puissent parler en priorité, parce que notre temps est limité. Et puis, on se fixera comme règle du jeu, quelle que soit la personne qui prenne la parole, de ne pas la prendre plus de 2 minutes pour permettre à un maximum d'entre vous de pouvoir le faire. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Yannick Chevalier, qui est vice-président de l'université et qui va nous accueillir en tant que représentant de l'université Lyon 2, qui nous permet effectivement d'une part d'exister et d'une part d'organiser cette séance. Et ensuite, on passera la parole à Sébastien Klein, qui représente l'association Histoire Réunion, avec qui la chaire a travaillé. Et c'est grâce à eux également, très largement, qu'on a pu organiser cet après-midi en coopération. Ensuite, on passera la parole au réalisateur du film. On rentrera directement dans notre première séquence, qui nous dira quelques mots avant qu'on puisse lancer la projection du film, qui dure 1h20. Yannick, je te passe la parole, en te remerciant par avance. Merci. Mesdames, Messieurs, au nom de la présidente Dompnier et avec elle de toute l'équipe présidentielle, j'ai le très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le grand amphithéâtre de l'Université Lyon 2. J'ai dit le plaisir et non l'honneur, car c'est vous, Madame Vergès, Messieurs Jans, Pitou, qui nous faites honneur. Honneur de faire entendre des paroles, des voix qui furent tues, celles de ces hommes et de ces femmes déportés, exilés. Faire entendre aussi des voix qui furent tuées, celles de ces enfants possibles, qu'une politique de contrôle des naissances forcées a interdit de ne jamais être. Et sur ce fond de silence, vous nous permettez aussi d'entendre d'autres voix, celle d'une administration, celle d'une république, qui a sciemment mis en place la déportation, qui a instauré en toute conscience l'entreprise de stérilisation forcée. Il est temps aujourd'hui de tenir discours sur tout cela, entendre et comprendre. Et dans le sillage de ces voix tues, de ces voix tuées, inscrire nos paroles, rompre le silence écrasant, dénoncer le discours bureaucratique qui a commis l'irréparable, attenter au corps, en planifier l'exil, en meurtrir les chairs, parlons. Dans cette université, parlons ici, maintenant et autrement. Nul doute qu'avant nous, dans ces murs, furent évoqués le lieu des amours de Paul et Virginie, les révoltes d'Indiana, les poèmes baudelairiens. Nul doute aussi que jusqu'à présent furent autrement moins évoquées les actions du Bumidum, analysés les rouages administratifs d'une parole politique duplice. Nous héritons de ces silences, nous héritons aussi de ces discours. Que ferons-nous de cet héritage ? L'universel, inscrit dans le nom même d'université, est assez grand pour accueillir toutes les voix. Et ce grand amphi est assez vaste pour raisonner. Aussi, au nom de la présidente Dompnier, de l'équipe présidentielle, je vous remercie. Un dernier mot
Enfin, merci aussi à Patrick Rosenblatt et à Jawida Seili qui participent aussi à la chaire égalité de l'université et qui malheureusement ne pouvaient pas être parmi nous aujourd'hui. Donc merci Patrick et merci Jawida pour le remarquable travail de construction patiente au sein de notre institution d'un espace qui est notre espace où peut se dire ce qui ne se dit pas toujours ailleurs. Après Ouvrir la voie, la magnifique rencontre avec Amandine Gay il y a quelques mois et la parole qui s'est fait entendre des femmes afrodescendantes, et avant une prochaine journée sur l'islamophobie actuelle, ici en France. Merci beaucoup, Patrick et Jawida, de provoquer aussi bien ces occasions de colloquer. Merci beaucoup pour cette introduction à nos débats. Je n'en dirai pas plus et je passerai donc tout de suite la parole à Sébastien Klein, qui est donc le représentant de l'association Histoire Réunion. Bonjour à toutes, comment il est? Bonjour à tous. Un réunionnais, quoi? Bon alors, pour quelques petits mots, donc pour essayer de résumer un peu l'histoire de la Réunion en 2 minutes. Donc, excusez-moi si je ne vais pas dans les détails. Alors, pour ceux surtout qui ne sont pas familiers avec l'histoire de notre île, l'île de la Réunion apparaissait déjà au XVIe siècle sur les cartes arabes, mais le premier peuplement fixe que l'île a connu a débuté à la fin du XVIIe siècle avec l'arrivée des colons français. L'histoire de l'île, comme d'autres colonies françaises à l'époque, est marquée par la traite et l'esclavage d'Africains, de Malgaches et d'Indiens. C'est d'abord la culture des épices et du café qui a prédominé sur l'île, avant que la canne à sucre ne s'impose au XVIIIe siècle. En France, la première abolition de l'esclavage promulguée par la Première République française le 2 février 1794 ne fut jamais appliquée à La Réunion, et ce n'est que 54 ans plus tard, le 20 décembre 1848, que l'abolition est décrétée sur l'île. À ce moment, plus de 60 000 esclaves deviennent libres sur une population totale d'un peu plus de 100 000 habitants. Pour remplacer l'esclavage, ce sera ce qu'on appelle couramment l'engagisme, ou bien encore servilisme, comme l'a suggéré l'historien Sudal Fuma, qui sera développé et organisé par l'administration coloniale. Un système où le travailleur s'engage par contrat à travailler pour un propriétaire pour une durée minimum de 5 ans. 10 ans après l'abolition de l'esclavage, une nouvelle immigration arrive dans l'île dans le cadre des contrats d'engagement et dépasse le nombre d'affranchis de 1848, soit plus de 60 000 engagés, venant principalement d'Afrique, d'Inde, puis de Chine. Après un déclin à la fin du XIXe siècle, l'engagisme prend définitivement fin avant la Seconde Guerre mondiale. Le statut de colonie de la Réunion est abandonné en 1946 avec la départementalisation des 4 vieilles colonies, selon l'expression de l'époque, c'est-à-dire Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion. Départementalisation qui était alors l'aboutissement d'une lutte de mouvements progressistes sur ces territoires. Et c'est le début de l'histoire de la Réunion en tant que département d'outre-mer qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Michael Jans qui va vous présenter son film. Bonjour, donc je suis Michael, je fais partie du collectif Nawak qui a porté ce projet qui s'appelle Racine Maman Papa en fait, qui est un projet en plusieurs parties. Voilà, là je suis dans une fac et en fait pour présenter un peu, on n'est pas universitaire en fait dans ce collectif, on n'est pas chercheur et en fait c'est vraiment une démarche qui est partie d'un questionnement et comme le disait monsieur, de silence en fait quoi. Et voilà, c'est ce qui a été en fait la démarche, parce que c'était pas avoué déjà être un film documentaire au départ. Et voilà, c'est un travail un peu artisanal et imparfait, mais voilà, un gros prétexte pour moi d'avoir mis le nez aussi dans l'histoire de la Réunion et donc l'histoire de France aussi, et qui m'a permis aussi de recréer des passerelles avec la Réunion. Et voilà, j'espère que ça sera dans le film. Voilà, donc, merci beaucoup. Nous allons lancer le film maintenant et après nous passerons à la deuxième séquence quand le film sera terminé, après 1h20. Alors, je voulais signaler, on va aller assez vite, malgré l'émotion. Je pense que vous avez tous
enfin que vous avez tous en vous, après ce magnifique film. Signaler que Jean, le réalisateur qui est dans la salle, nous propose, en tout cas ceux que ça pourrait intéresser, de pouvoir soutenir l'association et le travail qu'ils ont fait, bien sûr, dans un cadre non professionnel, comme il explique au début du film, par l'achat d'un DVD qui vaut 10 € et voilà, qui peut être disponible. C'est lui et la casquette au fond, là-bas. Je ne sais pas s'il les met là. Voilà. Donc on va passer à la deuxième séquence que tu peux peut-être introduire. Oui, tout à fait. Donc, alors, en août 1968... Excuse-moi, j'ai juste vas-y. Un message que je dois absolument faire passer, que j'ai oublié de faire passer, donc je me tape sur les doigts, c'est que tout ce qu'on fait cet après-midi est filmé, podcasté. Il faut que je vous le signale, puisque vous êtes dans la salle. Il n'y a pas de caméra qui filme la salle, je pense, en général, mais parfois il faut quand même l'annoncer. Tous ceux qui sont à la tribune étaient déjà au courant, mais je vous l'annonce aussi, donc voilà, pour que tout le monde soit bien au courant des conditions dans lesquelles on travaille. Et le podcast veut dire qu'après, sur le site de l'université, en rentrant sur le site de l'université, vous pouvez, pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu vous accompagner cet après-midi pour voir ce qu'on a vu, non pas voir le film, donc ça faudra acheter le DVD, mais surtout voir tous les débats, toutes les discussions et pouvoir vous en servir éventuellement pour animer des débats. C'est la suite. Donc, en août 1968, le journal réunionnais Témoignages s'inquiète de la disparition mystérieuse d'enfants et parle même de rafles à La Réunion. Parle même ensuite d'enfants déportés. En effet, la DAS avait reçu ordre de faire partir des enfants orphelins vers Hexagone, par le biais du Baby-Dôme, dans la Creuse, le Cantal ou d'autres départements ruraux. Seulement voilà, tous les enfants envoyés n'étaient pas orphelins et leurs parents n'ont pas donné leur accord pour un départ sans retour de leur enfant. Et de 1963 à 1982, selon les derniers chiffres, 2150 enfants de tous âges vont quitter La Réunion. Beaucoup ne reviendront jamais et leurs parents ne retrouveront jamais leurs traces. Le terme de déportation, qu'on a entendu d'ailleurs dans le film à plusieurs reprises, est de nouveau utilisé le 3 septembre 1975 dans une lettre du directeur de la santé, Pierre Denoy, adressée au préfet de La Réunion pour prévenir que ces déportations ne suffiront pas à résoudre le problème du chômage. Un premier procès a eu enfin lieu en 2002. Jean-Jacques Martial, qui avait été enlevé quand il était enfant, attaque l'État français pour enlèvement, séquestration de mineurs, rafles et déportation. Ce procès échoue, mais après plusieurs années de lutte pour la reconnaissance de ce drame, le 18 février 2014, l'Assemblée nationale reconnaît la responsabilité morale de l'État français. Et la Commission nationale des enfants de la Creuse est créée et est chargée de faire de la lumière sur cette affaire. L'association Génération Brisée de Jean-Charles Pitou, qui est ici présent, est une de celles qui ont contribué à faire de la lumière sur cette affaire. Jean-Charles, si tu veux bien. Bonsoir, et puis merci à tout le monde de nous d'avoir déjà fait ce film-là, et puis au moins faire des trucs aussi à la lumière. C'est vrai que pendant 50 ans, on n'a jamais parlé de cette histoire-là. Et comme mon cas, et puis comme on était quand même 2000 jeunes, c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais 9 ans, il y en avait qui avaient 2 ans, il y en avait qui avaient 3 ans. Et c'est vrai que c'est un peu dur de revenir un peu là-dessus, parce que maintenant on est grand-père, et puis bon, on a autre chose à faire aussi. Mais ça fait du bien d'en parler, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'ont jamais osé parler de cette histoire-là. Et il fallait que M. Jean-Jacques Martial dévoile le truc en plein jour, pour que le gouvernement s'aperçoive que finalement, ils ont fait quand même des choses qu'à l'époque, c'était pas bon, quoi. Et c'est vrai que moi, j'étais envoyé dans le Cantal, j'avais 9 ans, mais par contre, j'avais mes parents. J'avais une père, j'avais une mère, mes parents, mes grands-parents à La Réunion, je pense qu'il y en a beaucoup de Réunionnais qui sont dans la salle, qui devaient connaître les Carpitou, à Saint-Benoît. Et mes grands-parents, ils avaient ces cars-là. Ma grand-mère était instite, et mon père était architecte. Et puis bon, je me suis retrouvé dans la même galère que mes 2000 collègues, on va dire. Parce que maintenant, on a quand même des liens qui se sont soudés entre nous. Et c'est vrai que quand on est passé à l'Assemblée nationale, quand ça a été un peu reconnu, là, on a quand même pu avancer un peu. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais retourné à La Réunion et qu'on les a coupés de leurs racines. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de repères, comme disait un peu dans le film, qui a été bien fait. Super. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent même plus retourner à La Réunion,
qui ont 60 ans, 70 ans, et qui ont peur de retourner à La Réunion. Mais ça, le gouvernement français, je pense qu'ils n'ont pas fait encore le rapproche de tout ça, et que c'est vrai qu'il nous manque pas mal de choses pour qu'on puisse avancer. Comme là, dans le film, même avant, quand on est venu ici, on nous a promis de retourner plus souvent possible à La Réunion, et il nous a promis aussi de faire des études. Ils nous ont tellement mis, même à 9 ans, on se rappelle bien, et que voilà, on avait dit oui, on venait ici justement pour qu'on puisse faire de nous des gens bien. Et puis à la sortie, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu faire des études. Et puis vous savez, quand on est dans le Cantal, ravitaillé par les corbeaux, on se demande comment on fait des études là-dedans. Hein? Moi, j'avais des collègues qui ont été chez les paysans. Moi, je suis bien tombé. Mais il y a des collègues qui sont tombés, ils ont mangé dans le foin, ils ont dormi dans le foin. On les a vraiment traités comme des esclaves. Et comme on dit nous, c'est de l'esclavagisme moderne. Et ça, je pense qu'il manque encore beaucoup de choses pour qu'on puisse effacer tout ça de notre mémoire. Et en plus, comme je disais, ils nous avaient promis des billets toutes les années pour retourner à La Réunion. Admettons, moi je suis venu à 9 ans, jusqu'à 21 ans, c'était la majorité à l'époque. Alors ça veut dire qu'il me doit 11 billets. Et maintenant, d'après ce qu'on est en train de se battre là, on a eu les billets, mais c'est tous les 3 ans. Ça veut dire qu'en plus sur les billets, il faut qu'on paye une partie pour qu'on puisse participer à notre voyage et qu'on puisse participer à notre souffrance. Moi, je dis que c'est pas ça. On nous a promis les billets, qu'ils doivent nous donner les billets gratuitement, comme c'était prévu au départ. Alors, du coup, on est en train de se battre pour arriver à trouver un point d'entente avec le gouvernement et puis nous, parce que et ce qu'il faut dire aussi, c'est entre-temps, il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont encore dans des asiles de fous. Il y en a qui vivent encore dans la rue. Et on les a pas tous recensés. On sait qu'il y a 2000. Mais ils sont où? Ils sont où? Et c'est ça le point d'interrogation. C'est ça ce qu'on demande au gouvernement. Mais pour l'instant, on est toujours... maintenant qu'il a changé, on va essayer de les attaquer aussi, quand on va demander des rencontres pour qu'on puisse nous ouvrir les yeux sur tout ça. Quand. Et là, on dit les crimes contre l'enfance. C'est vrai, il y a les crimes contre l'enfance, sont des crimes contre l'humanité. Là, j'ai un article, constitue un crime contre l'enfance, c'est un crime contre l'humanité, l'homicide, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation de groupes d'enfants déterminés, que ce soit en temps de guerre ou de paix, pour des raisons politiques, raciales, religieuses, sexuelles ou économiques. Ça aussi qu'il faut que se tienne compte de ce qui est écrit. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça fait mal d'en parler, parce qu'on arrive à 60 ans, on arrive à 70 ans, et on a un fardeau derrière nous. Et ce fardeau-là, on le transmet à nos enfants et à nos petits-enfants. Moi, j'ai 2 petits-enfants, mes petits-enfants, ils ont 7 ans et 6 ans. Ils me disent, papy, tu viens d'où? Je dis, je viens de l'autre côté, là-bas, à La Réunion. Mais comment ça se fait que tu es là? Je dis, parce que... Mais t'as pas ton papa, t'as pas ta maman. Il y a plein de choses qui reviennent en surface. Et ça, on peut pas l'ignorer. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens comme nous, comme certains aussi qui est dans la salle. Là. Il y a une dame aussi qui est pareille, qui était dans la Creuse. Hein, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui n'ont pas osé parler jusqu'à maintenant. Comme je leur ai dit, les gars, il faut y aller. Il faut pas avoir peur de parler. Parce que ça vous sort d'une souffrance qu'on a pour toute la vie. Et puis, j'allais dire aussi, c'est vrai que j'ai pas réussi, mais j'ai monté une entreprise et que j'ai le transmis à mon fils. Parce que maintenant, je suis à la retraite, et c'est vrai que, arrive un moment, il faut lâcher, comme on dit.
Mais c'est vrai qu'à La Réunion, je suis retourné, j'avais 20 ans, avec un CAP dans la poche. Et quand je suis arrivé, quand j'ai rencontré mon grand-père à Saint-Benoît, il avait les transports en commun. Et on en avait une dizaine de bus là-bas. La première chose qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es un bâtard, tu t'en vas de chez moi. Eh bien, vous savez, quand vous arrivez, que vous avez vécu pendant 10 ans en France, comme on dit, et puis que vous arrivez avec un CAP et que vous dites, bon, ben ça y est, on va refaire notre vie là-bas, et puis quand vous entendez ça, eh bien, ça vous donne pas envie de rester à La Réunion. Alors du coup, ben, je suis resté un peu, et puis je suis retourné en France, et puis voilà, quand j'ai fait toute ma vie ici, et puis je vais de temps en temps pour passer les vacances. Et c'est vrai que ça fait mal quand on retourne quelque part, et quand on est reçu comme ça, quoi. Surtout avec la famille, quoi. Et en plus, une grand-mère qui est instite, un père qui est architecte, il a travaillé à l'île Maurice, il a travaillé partout, et c'est vrai que ça fait mal, quoi, quelque part. Et là, justement, j'ai un cousin germain qui est maire à La Réunion, à Bras-Panon. Monsieur Daniel Gontier, c'est mon cousin germain. Et ça fait 50 ans qu'on ne s'était pas parlé. Et puis bon, ben là, il a vu l'évolution de tout ça. On commence juste à se parler maintenant. Alors ça fait que, bon, ben, comme on dit, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, quoi. Et puis voilà, hein, et la vie continue. Voilà, avec un fardeau qui est lourd à porter. Et que, bon, ben, on essaye justement, quand on voit des trucs comme ça qui est plein, et puis qu'on en discute, et ben ça fait plaisir, et puis ça fait chaud au cœur. On ne peut pas dire autrement. Voilà. Merci. On va passer immédiatement. Alors, on pourra bien sûr revenir sur votre intervention et vous poser des questions et témoigner. Et entendre des témoignages. On va passer tout de suite à notre troisième séquence. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin en début de séance, pour ceux qui sont arrivés en retard, les questions de la salle, en priorité les réunionnais d'abord, témoignages ou pas, 2 minutes, pas plus. On y viendra tout de suite après notre troisième séquence où Véronique Corinus, qui est enseignante à l'Université Lyon 2, introduit à la présentation de l'ouvrage de Françoise Vergès sur le ventre des femmes. Je vous passe tout de suite la parole. Je prends la parole. Bonjour. Alors moi, je suis effectivement Véronique Corinus de l'Université Lyon 2. Je ne suis pas réunionnaise, mais martiniquaise. Et donc, une autre partie de l'histoire du Buindom, puisque si je suis là, ici, aujourd'hui, c'est également parce que mes parents sont venus à la fin des années 60 pour s'installer en France. Il s'agit maintenant de traiter cette autre face qui a été évoquée dans le film à un moment donné. Aux Antilles, on dit « jamber l'eau », passer l'eau, passer de l'autre côté, quitter la terre pour s'inscrire dans l'espace métropolitain. Une autre façon de gérer la démographie, l'autre façon de traiter la politique démographique, ça a été également la gestion de la natalité. Et c'est bien ce qui est mis en œuvre, qui est expliqué dans ce livre de Françoise Vergès que nous accueillons aujourd'hui, Le ventre des femmes, qui vient tout juste de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, avant de vous laisser présenter cet ouvrage, c'est vous que je vais présenter en quelques mots votre parcours. Historienne, politologue, vous avez fait vos études aux États-Unis et puis ensuite vous avez eu une longue carrière universitaire en Angleterre et aujourd'hui vous êtes titulaire de la chaire Global South au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme à Paris. Alors évidemment, on vous connaît parce que vous êtes spécialiste des problématiques liées à l'esclavage colonial et à ce titre, vous avez été présidente du comité de la mémoire de l'esclavage, mais vous êtes aussi spécialiste des questions de postcolonialité.
différents ouvrages, alors je n'en ai retenu que quelques-uns parce qu'ils sont très nombreux, mais quelques titres: de l'esclavage aux citoyens, abolir l'esclavage, la République coloniale, fracture postcoloniale, l'homme prédateur et bien d'autres. Mais effectivement, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le dernier en date, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme. Un livre qui se veut, c'est ce que vous dites dans l'introduction, un acte de réparation historique envers des femmes des Outre-mer, racisées, méprisées et exploitées. Un essai qui revient sur cette politique de contrôle des naissances qui a été imposée par l'État français à ses anciennes colonies dans les années 60-70, afin, c'était l'argument avancé, de gérer le problème démographique, prétendument cause du sous-développement. Je mets évidemment énormément de guillemets autour de tous ces termes. Pour traiter cette question, vous partez d'un scandale qui a éclaté à La Réunion à la fin des années 60, l'avortement et la stérilisation à leur insu de milliers de femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci, bonjour et merci d'être là. Effectivement, ce livre a voulu d'abord être un hommage, une mémoire des milliers de femmes qui sont restées anonymes et qui ont été avortées et stérilisées sans leur consentement entre la moitié des années 60 et le début des années 70 à l'île de la Réunion, alors que la contraception et l'avortement étaient interdits et criminalisés en France. Et c'est aussi un hommage aux 30 femmes réunionnaises qui ont eu le courage de porter plainte et d'aller au tribunal porter leur témoignage contre les médecins qui étaient tous des oreilles et qui qui avaient fait un abus de pouvoir. Au départ, ma question, c'était aussi de comprendre pourquoi nous en sommes là aujourd'hui à l'île de la Réunion. C'est-à-dire comment comprendre les inégalités, le chômage, l'échec scolaire, pourquoi les villes les plus pauvres de toute la France sont 2 villes de l'île de la Réunion, d'abord, même avant les villes en France, mais aussi qu'il y a aussi de très grandes fortunes. Comment on explique ça? Comment on explique la dépendance? Et évidemment, il y a les années d'esclavage et de post-esclavage, mais pour moi, les années 1946-2000 sont des années très très importantes en fait, et un peu sous-estimées parce que c'est aussi un moment de totale désindustrialisation, d'établissement de chômage, et en même temps d'arrivée de la société de consommation, de fraude, d'extrême censure et de brutalité. Et il me semblait intéressant de comprendre comment l'État français avait établi son hégémonie, comment l'État français avait diffusé son idéologie raciste dans la société. Comment l'État français avait obtenu des complicités. On voit celle des assistantes sociales, celle de l'Église, celle des médias, des complicités locales, réunionnaises, parce que tous ces enfants, ces plus de 2000 enfants déportés ou ces milliers de femmes avortées, ce ne sont pas les gendarmes qui sont allés les chercher, ce sont des assistantes sociales réunionnaises, ce sont les offices de PMI, de protection maternelle infantile, de planning familial, les médecins qui les envoient. Donc comment on obtient? Quel était le rôle de la droite locale? Parce que d'une certaine manière, on parle, évidemment, Debré a été un agent extrêmement important, mais d'attribuer tout à Debré ne nous fait pas comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est venu? Comment ont été justifiées l'émigration, la déportation d'enfants, ces politiques antinatalistes qui ont violé complètement les droits des femmes et qui étaient connues, et qui étaient dénoncées. Mais j'ai voulu partir des femmes, justement, parce qu'elles sont souvent oubliées, et les femmes des classes populaires et les femmes qu'on dit racisées, c'est-à-dire les femmes qui sont les plus méprisées. J'ai voulu comprendre. Vous vous souvenez peut-être de Frantz Fanon parle justement dans un de ses ouvrages, sur la manière dont l'État colonial vise les femmes. Dans l'Algérie se dévoile. Très important, on sait pendant la guerre d'Algérie, l'armée française dévoile les femmes algériennes pour montrer que l'État français serait du côté de la libération des femmes. Donc on voit. Et il a eu cette phrase, il dit, pour frapper la société dans ses facultés de résistance, il faut que l'État aille chercher les femmes. Et donc ça m'a intéressé de voir comment ça s'était passé, c'est-à-dire de viser les femmes à la fois pour les réprimer, mais aussi d'en trouver parmi les femmes des complices. Et alors, donc, dans les années 50-70, il y a des grandes luttes de décolonisation à La Réunion, et je ne suis pas du tout d'accord avec certaines choses pas le film, mais des témoins qui parlent de folklore. Ce n'était pas un folklore. Des gens sont morts. Des jeunes gens ont été assassinés à La Réunion.
Des centaines de gens sont allés en prison. Il y avait une censure totale des journaux. Il y avait une censure de la vie culturelle. Ce n'était pas du tout du folklore. C'était une vraie entreprise de pacification par l'État français. L'État français, n'oublions pas, avait perdu l'Indochine. Madagascar était en train de avait perdu en 58 l'Afrique occidentale française et avait perdu l'Algérie en 1962. L'État français n'allait pas perdre ce qui lui restait. Il fallait vraiment, donc, d'un côté, la matraque et de l'autre côté, quand même aussi un peu acheter. Vous avez connu ça aux Antilles. Oui, vous montrez bien qu'il s'agit vraiment de reconfigurer l'espace français. Oui, parce qu'en fait, l'État français ne reste pas toujours le même. Et il y a eu plusieurs configurations. Mais parlons de celle qui s'opère en 1962. On fait croire, et la société française va le croire, que l'empire colonial s'est terminé. Avec la fin de la guerre d'Algérie, le chapitre est clos, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, ce sont des années de modernisation de la France. Ce sont les fameuses 30 glorieuses. Et on fait venir justement des milliers de travailleurs des anciennes colonies pour construire les routes, les usines, pour travailler dans les usines et faire les HLM. Mais c'est aussi des moments où les conditions de vie des Français s'élèvent et il faut remplir les postes de catégorie C dans les postes, etc., mais aussi dans les usines. Qui va le faire? Il faut que vous soyez de nationalité française. C'est tout trouvé. On va faire venir les gens des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, qui vont être donc dans les hôpitaux. Donc on a ces moments. Il faut toujours voir le contexte général. Et il faut aussi expliquer pourquoi finalement l'État français se lance dans cette politique d'immigration et de contrôle des naissances. Qu'est-ce qui justifie? Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles ce sont ces deux politiques qui sont menées dans ces années? Immigration massive, organisée parfaitement par le BUMIDOM, et contrôle des naissances massif. Alors vous parlez, il me semble, du refus finalement de développer économiquement ces territoires-là. C'est plus qu'un refus, c'est une décision prise après la guerre. Quand l'État français reconfigure son espace, l'État français a encore un empire colonial. Cet empire colonial va rentrer dans ce qu'on appelle l'Union française, qui va durer quand même une dizaine d'années, parce l'État français a besoin de se reconstruire, le capitalisme français a besoin de ressources, et on a besoin des ressources que produisent ces colonies. Par contre, Antilles, Guyane et le reste, on n'a plus besoin de ces ressources. Canne à sucre, banane, c'est en train de baisser. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de main-d'œuvre locale. On n'en a plus besoin. Donc, l'État français déclare que le développement sera impossible dans ces nouveaux départements français. C'est écrit, développement impossible, sont écrits dans les textes des experts français, et que deux politiques s'imposent, l'émigration et le contrôle des naissances. Et une notion surgit, celle de surpopulation. Dans ces départements, il y aurait surpopulation, et ce sont les femmes, donc, qui seraient responsables de la pauvreté et du sous-développement en faisant trop d'enfants. Donc, ce ne sont pas évidemment les siècles de colonialisme qui sont responsables, ce sont les femmes. Elles font trop d'enfants, c'est pour ça que le pays est pauvre et sous-développé. Il faut donc leur imposer un contrôle des naissances et d'immigration, parce qu'évidemment, on a peur aussi que ces personnes nourrissent les rangs des mouvements anticoloniaux. On a vu ce qui se passait ailleurs. Donc, mais cette question, c'est l'État français, effectivement, réorganise son espace. Et en 1962, il réorganise de nouveau son espace, puisqu'il n'y a plus l'Algérie. Et que maintenant, la France se replie sur elle-même, là, sur son espace français. C'est aussi le grand moment de la communauté européenne. Et les départements d'outre-mer français, il faut casser les mouvements anticoloniaux, ou les autres terres d'outre-mer, il faut les casser. Et en même temps, il faut donner un peu aussi quelque chose, parce que l'État n'agit jamais que par la matraque. Il matraque et il offre un petit quelque chose. Et donc, ça va être l'arrivée de la société de consommation, ça va arriver de l'idéologie de ce que c'est que la bonne famille, des normes, de parler français, d'être éduqué comme la France, de devenir français, avec certains privilèges, on peut dire, certains avantages. Parce que finalement, moi je me rappelle à La Réunion, il y avait beaucoup de propagande, vous voulez être comme les Mauriciens? Maurice avait des difficultés à l'époque, l'île Maurice avait des difficultés économiques, vous voulez, et aux Réunionnais, on nous offrait quoi? Un passeport français. Le passeport français, c'était quand même mieux que le passeport malgache ou mauricien pour se voyager. On n'avait pas besoin de visa. Donc tout d'un coup, on nous donnait comme ça des petites miettes qui nous faisaient penser qu'on faisait. Et puis de l'autre côté, c'était la matraque. Donc l'État, cette reconfiguration en 62 est extrêmement importante, parce que aussi ce que je vois, c'est que progressivement, les Outre-mer, comme symptôme de la colonialité, de la postcolonialité française, s'estompent.
en France dans la vision. Ce qu'on voit là, le saccage des bureaux du Bumidum, ou par exemple Crouy-sur-Ourcq, moi j'ai fait partie d'un commando de femmes on est allé ravager Crouy-sur-Ourcq, le centre des femmes. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui serait possible, si vous voulez. Donc à l'époque, il y a encore ça, et puis ça s'efface progressivement. Parce qu'il y a une pacification. Et maintenant, et donc on nous dit que finalement on devrait être vraiment content d'être français. Et cette justification, pourquoi les médecins peuvent se permettre d'avorter et de stériliser des milliers de femmes chaque année, entre 6 000 et 7 000, des femmes qui peuvent être enceintes de 6-7 mois. C'est à leur insu. On leur dit qu'elles vont, comme on voyait, l'appendicite ou une petite opération bénigne. Elles y vont, on leur dit il y a besoin d'anesthésie générale pour votre opération, elles sont endormies, elles se réveillent le matin, elles sont avortées et stérilisées. Et non seulement ça, mais les médecins, à l'époque, la population est très pauvre, comme toujours d'ailleurs, il y a beaucoup de pauvres, et donc ils avaient le bon d'assistance médicale gratuite qui est donné au médecin. Le médecin déclarait quelle était la consultation ou l'opération qu'il avait effectuée. Le bon était envoyé à la sécurité sociale, le médecin était remboursé. Comme l'avortement était interdit, il ne déclarait pas l'avortement, il déclarait une autre opération qu'il surfacturait. Et donc il recevait. Et ces médecins se sont fait des millions, mais réellement des millions. Donc il y a eu abus de pouvoir sur le corps des femmes, mutilation et fraude massive à la sécurité sociale. Et en février 1971, quand finalement ces médecins sont jugés, aucun des médecins oreilles ne sera puni. Deux personnes seront punies, un médecin d'origine marocaine et un infirmier d'origine réunionnais. C'était évidemment, on avait les coupables tout trouvés. Le détournement, la fraude massive à la sécurité sociale ne sera jamais jugé. Jamais. Vous soulignez, pendant le procès, l'un d'entre eux dit qu'ils ne se sont pas coupables parce qu'il s'est senti encouragé en quelque sorte par la propagande ministérielle. Ils étaient totalement encouragés. En fait, finalement, après la guerre aussi, il faut parfois revenir toujours un peu en arrière. L'État français développe une politique nataliste très très importante en France. Il faut que les femmes françaises fassent des enfants. Donc on continue à interdire l'avortement et la contraception, on garde les lois pétainistes, c'est criminalisé, mais aussi on développe les allocations familiales, des crèches, des maternités, les soins prénataux, postnataux. Donc il n'y a pas que de la répression, on favorise la maternité. Dans les Outre-mer, on permet, puisqu'on a justifié par cet argument de surpopulation et de développement impossible. Et puis il y a le racisme profond. Ces femmes ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Les Réunionnais, ils font des enfants comme n'importe quoi, comme des lapins. Il y a un discours raciste très fort. Et donc, on décide quelles sont les femmes qui peuvent faire des enfants et quelles sont les femmes qui ne peuvent pas faire des enfants. Celles qui ne peuvent pas faire des enfants, c'est les femmes des classes populaires et racisées. Celles-là ne doivent pas faire d'enfants. Donc on va séparer ça. Donc les médecins, ce qu'on a vu, l'affiche qui est montrée là c'était la première des grandes affiches publicitaires. Oui, c'est une des premières grandes affiches publicitaires qu'on voit sur les routes de la Réunion. Immense affiche comme ça avec cette femme avec je ne sais combien d'enfants, puis des enfants, et c'est écrit assez. Mais c'était aussi distribué dans des petits cartons et au dos vous aviez les adresses du planning familial ou des PMI et l'adresse de la clinique de Saint-Benoît où elles étaient avortées, qui était une clinique orthopédique. Donc, pourquoi une femme enceinte va dans une clinique orthopédique, c'était pas expliqué. Donc, on a, à la radio, il y avait régulièrement une publicité avec d'immenses cris d'enfants qui partaient de partout, une mère complètement surmenée, assez. Vous aviez ça dans les commissariats, dans les PMI, dans le planning familial, partout. Et n'oublions pas, comme aussi le montre le film, que la pilule, alors qu'en 67, il y a la loi Nevers qui autorise la pilule en France, mais avec beaucoup d'entraves, elle est distribuée dans les Outre-mer librement. Le stérilet peut être mis sur des mineurs sans consentement parental, et la pilule peut être donnée à des mineurs sans consentement parental, juste sur décision de l'assistante sociale. Et il y a le dépôt Provera, qui avait été effectivement expérimenté sur les vaches et les juments, et qui serait imposé, qui avait de terribles effets secondaires. Et aujourd'hui, on pense que, si vous voulez, beaucoup de fibromes, de cas de cancer qui se déclarent chez des femmes aux Antilles ou à La Réunion sont les conséquences de toutes ces expérimentations sur ces femmes.
Donc c'est un réel, ce sont des actes criminels et des abus qui ont été commis en totale impunité, en toute impunité. En toute impunité et en même temps en toute connaissance, parce que vous montrez que quelques semaines ou quelques mois, je crois, après le procès, il y a eu le fameux manifeste en France de toutes ces femmes qui ont revendiqué l'avortement et la contraception, la liberté de faire un enfant si je veux, quand je veux. Et pourtant, cette histoire, ce scandale de la Réunion qui a fait la une des journaux, aussi bien à la Réunion mais également en métropole, a été passé sous silence. Une sorte de cécité des mouvements féministes qui n'ont pas pris en compte cette partie-là de l'histoire de l'exploitation des femmes, oui, du corps des femmes. Oui, ça a été important pour moi pour comprendre aussi comment un certain féministe français aujourd'hui peut être totalement islamophobe, raciste, nationaliste, de droite, et comment ça a pu se passer, comment ça a pu faire, alors que le MLF, qui sont des groupes, c'est un rassemblement de groupes, est à la fois très politique, très radical, mais quand il s'agit de parler d'impérialisme et de racisme, ça se passe au loin, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ça se passe jamais en France. Il n'y a jamais question de l'impérialisme français ou du racisme français ou du passé colonial français. Dès le départ. Et c'est fait, effectivement, puisque ça avait été dans les journaux en France, dans Le Monde, dans le Nouvel Obs, dans Politique Hebdo, même dans Ouest France, même dans le Figaro, même dans l'Express à l'époque, ce scandale de cette clinique, parce que c'est quand même assez terrible d'apprendre que des milliers de femmes ont été avortées, mutilées, leur corps mutilé. Ça fait quand même un effet. Contrairement justement à l'histoire des enfants de la Creuse, qui ne parviendra pas aux journaux nationaux. 2 mois plus tard, dans le même journal Nouvel Observateur, il y a ce manifeste dont vous parlez, de 343 femmes qui déclarent publiquement avoir avorté. Donc qui vont contre la loi, puisque l'avortement est toujours un crime. Et le mouvement de libération des femmes ne fera aucun lien entre pourquoi le même État, d'un côté criminalise, et de l'autre côté non seulement autorise, mais pratique librement. Elles ne feront pas le lien, elles vont comme si c'était 2 choses complètement séparées et qu'il n'y avait pas une logique en fait derrière. Et donc du coup, le mouvement pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception ne tiendra pas compte de ce qui est de la question raciale qui est au cœur de ces politiques. C'est-à-dire, ne pensera que la position des femmes françaises, c'est celle de toutes les femmes. Or, c'était pas celle de toutes les femmes, puisqu'il y avait des femmes qui étaient citoyennes de la République, qui n'étaient pas traitées de la même manière. Donc il y avait une séparation entre femmes blanches et femmes non blanches. Et elles ne voudront pas voir cela. Et ce qui fait qu'effectivement, elles vont lutter comme si en fait, leur spécificité était une question universelle, une universalité. Elles ne vont pas tenir compte du fait que même le patriarcat n'est jamais le même partout. N'est jamais le même partout, que les femmes, la question du droit des femmes, a été affectée par la question coloniale, capitaliste et raciale. Je vais juste donner un exemple parce qu'il est très parlant et on l'oublie souvent. Les femmes françaises obtiennent leurs droits très tardivement, plus tardivement que dans d'autres pays européens. Le droit de vote en 1945 et beaucoup d'autres votes, d'avoir un chéquier, de pouvoir exercer son travail sans demander à son mari, enfin des tas de choses comme ça dans les années 70. Donc vraiment c'est tard. Il y a quelques droits qui sont donnés avant, comme de pouvoir être bachelière, mais enfin la plupart de ce qu'on appelle les droits civiques, c'est quand même dans la deuxième partie de la seconde moitié du XXe siècle. Or, il y a un droit qu'avaient les femmes françaises au XVIIe, au XVIe, XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, c'était le droit de posséder des esclaves. Et ce droit leur a été donné par le privilège de leur peau, de la couleur de leur peau, parce qu'elles étaient blanches. Elles n'avaient aucun autre droit, mais elles avaient le droit d'acheter, de vendre, de tuer des êtres humains. Et vous avez des cas de femmes qui sont propriétaires d'esclaves et ne sont pas simplement des aristocrates ou des très riches. Il y avait des femmes qui possédaient 2, 3 esclaves. À l'île de la Réunion, une des plus grandes esclavagistes a été une femme, Madame des Bassins. Elle n'avait pas d'autres droits, mais elle avait celui-là. Donc on voit bien que la question des droits des femmes, il n'est pas approché de la même façon partout. Ces droits ont une histoire racialisée, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a été affecté. Et la manière donc dont les femmes deviennent blanches en France n'est pas abordée par le MLF. Et ça restera un point aveugle
ce qui leur permettra ensuite de glisser vers ce qu'on voit aujourd'hui chez certaines d'entre elles. Ce sera ma dernière question. Vous exhortez finalement à provincialiser le féminisme par la prise en compte justement de ces histoires plurielles. D'une part, je pense, si vous voulez, même pour nous, pour La Réunion, il faut qu'on comprenne qu'on a une histoire locale avec une droite qui a été très puissante, très très puissante. Il faut qu'on revienne sur l'histoire de la droite réunionnaise, une droite très fascisante, extrêmement raciste. Il y a une histoire locale chaque fois, mais on peut le voir pour tous les territoires. Et une histoire ensuite qui est, on pourrait dire, nationale, c'est-à-dire par rapport à la France, mais c'est aussi dans une histoire globale. Parce que la question de la surpopulation, n'oublions pas que c'est aussi une question qui devient internationale dans les années 50. C'est-à-dire que dans les années 50, on va déclarer que les femmes du tiers-monde fauteront d'enfants. Donc il y a quelque chose aussi qui est dans les grands congrès sur la population dès les années 50, les États-Unis disent les femmes du tiers-monde fauteront d'enfants. Elles menacent, donc elles sont la cause de la pauvreté et du sous-développement dans leur pays. Elles menacent la sécurité parce qu'elles produisent des enfants qui vont devenir des migrants et qui vont ensuite se lancer. On parle même, le mot de terrorisme est utilisé. Nous sommes dans les années 50 et déjà, donc, le squelette d'un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui se met en place. Donc, il faut chaque fois prendre tous les fils, c'est-à-dire le local, le national, mais aussi le global. Et cette question, donc, ça, effectivement, dénationalise l'histoire, et donc celle des mouvements des femmes. Et d'ailleurs, pour le mouvement des femmes, la temporalité de l'histoire féministe en France commence avec le XVIIIe, les femmes françaises qui se rendent compte qu'elles sont opprimées, alors il y a des textes, etc. Mais si vous introduisez les luttes des femmes esclaves, vous faites éclater la temporalité. Et vous faites éclater. En quoi les femmes qui marronnent ou les femmes qui se joignent aux insurgés, tout ça, ne seront pas en train de lutter ce ne sont pas des luttes pour les droits, pour la liberté et l'égalité et contre le racisme. Si vous introduisez les luttes des femmes colonisées, vous faites sauter aussi cette temporalité. Donc il y a une question de dénationaliser, de décoloniser l'histoire du féminisme et de le repolitiser. C'est-à-dire que pour moi, le féminisme d'ailleurs, le féminisme, les autres, les féminismes corporate, etc., c'est leur affaire, mais le féminisme, pour moi, doit être antiraciste, anti-impérialiste et anticapitaliste. Sinon, je sais pas, moi, effectivement, vous pouvez avoir une leader d'extrême droite en France qui se dit féministe. Après tout, le mot peut être galvaudé. Donc, quand on revient à cette histoire, pourquoi ces femmes ? Pour revenir aussi à des choses qui ont été dites dans le film, ou ce que monsieur aussi a dit, la honte, les conséquences sont la honte, l'humiliation, la violence physique et psychique que se permet l'État français sur des enfants, sur des femmes, sur des hommes, constamment, et qui est oubliée ou passée comme ça à perte et profit. Mais il faut revenir. Et cette imposition dans nos territoires que l'avenir est ailleurs, qu'il n'y aura pas d'avenir chez nous, c'est de dire aux femmes et aux hommes, vos enfants n'auront pas d'avenir. Ou on les prend et on les jette là-bas dans des conditions absolument terribles, ou de toute façon, on les empêche de naître. Ce sont donc des politiques absolument profondément violentes et brutales qui s'exercent sur les populations de ce qu'on appelle les Outre-mer jusqu'à aujourd'hui. Donc comme le mouvement, je dirais, être féministe et ne pas tenir compte de cela, ne pas tenir compte de ce qu'on fait aux femmes, sous prétexte que, je ne sais pas quoi d'ailleurs, sous prétexte, j'en sais rien sur quoi, mais donc de ne pas tenir compte de ce qui a été fait aux femmes, de ce que l'État français a fait aux femmes et continue à faire aux femmes. C'est-à-dire cette politique, elle est aujourd'hui en France contre des femmes migrantes et à Mayotte contre les femmes d'Anjouan et en Guyane contre certaines femmes immigrantes du Brésil ou du Suriname. C'est-à-dire qu'on continue à sélectionner celles qui ont le droit d'avoir des enfants et celles qui n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Et c'est une politique qui continue à s'exercer sur le territoire de la République. Je ne parle pas au niveau international, sur le territoire de la République. Donc, parler comme ça sur les droits des femmes, la parité, c'est effectivement faire comme si ces femmes, la vie de ces femmes ne comptait pas. Il y a des femmes qui ne comptent pas, apparemment, aux yeux d'un certain féminisme. Ces femmes peuvent être mutilées, être discriminées, être stigmatisées. Ça n'a pas d'importance. Donc on voit bien que c'est un féminisme qui est devenu profondément réactionnaire et qu'il faut donc, pour le combattre, repolitiser ce que pourrait être une lutte féministe.
Merci beaucoup à nos deux intervenantes. Donc on va pouvoir passer maintenant, et le temps file à une vitesse incroyable, puisque nous devons malheureusement rendre la salle à 17h. Il est 16h18, mais on a quand même quelques moments devant nous. Donc il y a des micros. Réagissez assez vite pour poser vos questions ou intervenir, selon les règles qu'on a fixées tout à l'heure. Et juste pour dire un mot, le temps que la première question soit, ou que la première main se lève, je dirais que effectivement nous, dans le cadre de la chère égalité, inégalité, discrimination, si on souhaite travailler dans le sens qui vient d'être exprimé, c'est que depuis le départ, y compris quand on a construit notre diplôme sur les inégalités et discriminations, qui est un master enseigné dans cette université, c'est qu'on est bien conscient que les valeurs dites universelles de la République sont appliquées, et depuis toujours, de façon extrêmement discriminante, et le mot discriminante n'est pas suffisamment fort, mais inégale vis-à-vis de tous ceux et celles à qui il devrait être appliqué de façon égalitaire. Donc ce principe de l'égalité est en permanence bafoué. Ce que nous avons entendu cet après-midi relève, si on voulait le synthétiser, pas que, mais synthétiser entre autres dans ce qui vient d'être dit, d'un terme de la qualification d'eugénisme, pour dire que cette politique d'eugénisme a été développée au maximum en France sous le régime du maréchal Pétain, et que les connivences et les liens institutionnels et idéologiques qui existent entre notre République et cette période de l'histoire, trop souvent enfouie dans les manuels scolaires, est très importante, elle n'est pas suffisamment travaillée, et que donc, c'est pas une explication aux errances politiques qui peuvent être les nôtres, mais la méconnaissance de notre histoire, la méconnaissance de notre société, la non-déconstruction de ce que nous sommes à tous les niveaux, pas uniquement dans le sens politique, mais en travaillant les dimensions économiques, sociologiques, historiques, psychologiques de ce qu'est une société, sont des passages imposés. L'université, on essaie ici très très modestement d'y travailler, mais l'université a un grand travail à faire et un grand rôle à jouer. Malheureusement, le nombre de diplômes qui travaillent dans ce sens-là, ou d'enseignants qui travaillent dans ce sens-là, est encore extrêmement minoritaire. Et quand je dis minoritaire, c'est très peu dire, c'est un euphémisme par rapport à ce qui devrait exister ici et aujourd'hui. Alors je ne vois pas de main levée, ça m'inquiète un peu, personne ne veut se lancer. Oui, allez-y. Déjà, merci pour les interventions et pour le film. Je viens de La Réunion. Je crois que malheureusement, à La Réunion, on a très très rarement ce genre d'événements, on va dire, parce que déjà, il n'y a pas de fac de sciences humaines à La Réunion. Donc, il n'y a pas d'endroit où on peut penser notre société, où on peut poser ce genre de débat, ou alors c'est très rare et c'est des événements où il faut être dedans, quoi, il faut suivre. Donc, j'ai deux questions par rapport au film. Est-ce que... donc, c'est un film indépendant, c'est ça ? Complètement. Oui, voilà, complètement. et du coup, je voulais savoir si faire un film indépendant, c'était un choix, et si ça a permis d'être plus diffusé, par exemple, si du coup, comme le film, c'est ton film, tu peux en faire ce que tu veux, le mettre sur Internet et faire en sorte que ce soit plus vu, ou si c'est un frein pour la diffusion. Je voudrais savoir s'il a été diffusé à La Réunion et quel accueil il a eu. Et j'ai une deuxième question par rapport au CNARM, donc le Comité national d'accueil des Réunionnais en métropole, qui est la suite logique du BUMIDOM et par lequel moi je suis venue en France. Donc moi j'étais à La Réunion, il y avait des affiches partout. Tu veux partir, on voit les affiches dans le film d'ailleurs. Hein. Tu veux un avenir, tu pars. Si tu veux être quelqu'un, tu pars. L'avenir est ailleurs en gros. Et du coup, en une semaine, c'était bouclé. Je pouvais partir. On m'a payé mon billet. On m'a dit de choisir le jour où je voulais partir. On m'a donné en 4 fois 500 €. On m'a dit tu pourras revenir à La Réunion tous les ans à partir du moment où tu amènes tes fiches de paye. Donc effectivement, là, on n'est plus dans un truc aussi violent que le BUMIDOM parce qu'il y a un vrai accompagnement pour le coup. Il y a des référents, il y a des gens qui sont convaincus, que ce soit à La Réunion ou ici, que c'est le mieux. Au CNARM, à La Réunion, toutes les personnes qui travaillaient avaient envoyé leur enfant ici. Étaient vraiment convaincus qu'ils faisaient quelque chose de bien. Donc moi, je trouvais ça dramatique et en même temps, j'avais le choix, mais je voulais partir
en voulant revenir. Par contre, tout le conditionnement est fait pour dire tu pars, mais attention, tu reviens pas. L'État met de l'argent sur toi, tu ne reviens pas. Donc il y a tout ce truc de nous dire de partir, aujourd'hui encore, qui est mieux organisé, ou pire, c'est plus pervers, j'ai l'impression, parce que tu pars content. Et il y a le truc aussi de dire que dans le même temps, et c'est aussi abordé un peu dans le film, il y a des gens qui sont encouragés à venir, donc des oreilles. Je fais court, oui. Et donc du coup, les gens arrivent avec un peu ce truc de on est citoyen du monde, on est français, ici on est en France de toute façon. Et ils arrivent convaincus, et donc il y a quand même un transfert massif de population qui est fait et qui passe crème. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu veux aborder, ou est-ce que c'est pas ton propos, ou en tout cas, est-ce que, comme ça c'est le tome 1, est-ce que dans les autres tomes, tu veux aborder ça ou pas? En fait, il y a plein de questions. Ouais. On va prendre plusieurs questions, interventions, puis on fera des réponses un peu combinées en fonction... À moins qu'il n'y ait pas de questions. Voilà, c'est là-bas. Là-haut. Ah ben, oui. Non, mais elle veut poser... après, tu lui poses. Allez-y. Bonjour, déjà, je voudrais vous remercier pour ce film qui m'a aidé à comprendre des choses, en fait. Ma maman est réunionnaise, mon père est martiniquais. Ils sont venus en France dans les années 60 pour travailler dans les hôpitaux... les hospices civils de Lyon, et voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de compréhension de problèmes familiaux, donc voilà, c'est pas anodin. Ça fait un moment que je me doute que c'est pas anodin, en fait, que je me suis construite sur des bases sableuses, un peu comme vous dites dans le film. Et vraiment, merci vraiment du fond du cœur. Je voudrais savoir où on en est là, au niveau du militantisme autour de ça. Je suis désolée, je suis un peu à fleur de peau là. Je suis un peu émue. Au niveau du militantisme, peut-être. Est-ce qu'on peut moi, j'ai l'impression qu'en fait, plus le temps passe et plus ça se dilue. Moi, j'ai mon papa qui a 70 ans, ma maman qui en a 68. Je sais que voilà que on est un peu isolé en France, toute la famille est là-bas. Du côté de mon papa en Martinique, du côté de ma maman à La Réunion. Et le fossé se creuse de plus en plus avec la famille qui est là-bas. Et on est de plus en plus isolés, et il y a une volonté qui a été transmise par mes parents d'oublier. Moi, j'ai pas envie d'oublier, j'ai envie de me battre. Et donc voilà, je voulais savoir où est-ce qu'on en est au niveau des procès contre le gouvernement français. Voilà, avoir quelque chose à transmettre à ma fille aussi. Ouais, comme la jeune fille là-bas, beaucoup de questions, beaucoup d'émotions. Et j'arrête là parce que sinon je pars pour 2 heures. Merci. Voilà, merci. Donc on va prendre 2-3 questions encore, puis nos invités répondront au fur et à mesure. Pourquoi on fait du mal aux femmes? Merci. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en haut? Oui, bonjour, je suis réunionnaise. Je suis donc en métropole depuis 40 ans. Donc je suis venue de mon plein gré. Je suis venue, je me suis mariée, je me suis installée en France. Et je vais régulièrement en vacances à La Réunion. Et moi, c'est une petite révolte, en fait, que j'ai envie de faire. Parce que je suis passée à Saint-Pierre, donc à La Réunion, au mois de décembre. Et j'ai vu une école qui porte le nom de Michel Debré. Et là, j'étais essoufflée. J'ai dit, c'est pas possible. Donc voilà, c'est une petite révolte que je voulais... Après tout ce qui s'est passé, Michel Debré, je pense qu'il est quand même pour quelque chose. Et pourquoi une école porte le nom de Michel Debré? Est-ce qu'on pourrait pas débaptiser cette école? Voilà, c'était ma question. Merci. Merci de votre intervention. On va prendre encore une question, puis on va faire... Oui, bonjour. Du coup, moi je suis réunionnais, ça fait 6 ans que je suis en métropole. Je vais rentrer là en août, parce que justement, on parlait de départ, de retour, de détour, etc. Et je voulais un petit peu revenir sur ce que tu as dit, justement, que je trouve très très juste, parce que, oui, effectivement, il y a eu tous ces trucs terribles qui se sont passés dans les années 60, 70... C'est bon. Où les Réunionnais n'ont toujours pas eu réparation pour tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'il faut vraiment continuer le combat là-dessus. Mais il faut aussi voir ce qui se passe aujourd'hui.
moi, pendant toute mon enfance, on m'a fait comprendre que, concrètement, oui, j'étais français comme les autres et que du coup, si je voulais réussir, par contre, ça pouvait pas se faire à La Réunion parce qu'à La Réunion, il y a trop de chômage, il y a pas de formation et tout. Et donc, dès que j'ai eu mon bac, on m'a dit, vas-y, pars en métropole, va te former parce qu'il n'y a pas de formation à La Réunion. Enfin, en tout cas, il y en a pas suffisamment. On commence petit à petit, une université où, au final, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques BTS, etc., etc. Et pourquoi au final? C'est quoi le but? Est-ce que vraiment, est-ce qu'on veut continuer à déporter la population? Est-ce qu'on veut continuer à ce que les Réunionnais ils puissent pas construire en fait leur île, ils puissent pas construire leur pays? Parce que moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai là-dessus. Et là, du coup, ça faisait 5 ans que justement, j'étais pas retourné voir ma famille et tout. Et donc j'ai été là en décembre et je suis tombé sur ces trucs du coup de l'ACNA, je sais pas quoi là. Justement où il y avait des grandes affiches partout en disant allez vous former en France. C'est choquant quoi. Je sais pas. Est-ce que peut-être effectivement, on pourrait peut-être avoir une analyse là-dessus parce que je pense que c'est un truc qui manque par ailleurs il manque toute l'analyse sur l'histoire de La Réunion. Moi je me souviens dans le secondaire, donc collège, lycée, j'ai dû avoir un bouquin de 20-30 pages qui expliquait ce qu'était l'histoire de La Réunion, où on voyait rien du tout. Donc, le travail, il doit continuer. Et moi, j'aimerais juste avoir quelques clés pour savoir comment faire, quoi. Merci. Alors, pour revenir un peu sur l'indépendance et en fait la genèse du projet, c'est que moi, je suis vraiment parti d'une interrogation, en fait, sans vraiment avoir de forme définie. Et donc de silence, et donc c'était important. Je me suis rendu compte parce que j'ai commencé ça fin 2006-2007. Il y avait pas beaucoup de documents accessibles, de livres écrits, de documentaires. Je crois qu'il y avait L'Avenir est ailleurs qui avait été fait de Maestri. Mais vraiment très très peu de choses. Et quand j'ai commencé à en parler aux gens, ça a été un peu la fuite, ça a été après, je veux bien te parler, mais pas forcément devant la caméra, donc ça a pris énormément de temps, et je pense que si j'avais été aussi dans le système de subvention et tout, ça aurait pas été possible, et moi c'était vraiment un besoin en fait, en tant qu'enfant de Réunionnais, de creuser, de démêler les nœuds, de prendre le temps de tout ça, et d'aller après chercher au fur et à mesure les choses, et j'ai fait des allers-retours entre avec de la pudeur, du complexe, de plein de choses, entre vouloir faire à des moments qu'un film historique en fait, et après voilà. Mais en fait, je me reposais la question, mais pourquoi je veux faire ce film? Parce que en fait, ça me concerne. Et voilà, le film il est dédié à ma mère, mais surtout à ma fille. C'est pour ça que j'ai essayé de faire une sorte de livre en fait, parce que voilà, c'est un truc que moi je voudrais que on me racontait pas d'histoire, donc je me suis dit je vais écrire la mienne en fait. Et je pense que c'est important ça, et c'est pour ça qu'on parle de repentance, de reconnaissance de l'État. Bon, moi je l'évoque dans le film, mais franchement c'est pas vraiment ma façon de faire, d'attendre de l'État. Je pense que nous on a besoin, et là je parle de tout le monde, mais aussi des Réunionnais, on a besoin d'écrire nos histoires, on a besoin de réaliser nos films, ou par des chansons, ou par quoi que ce soit. Il y a des peintres aussi qui parlent de la Réunion. On a besoin de le faire nous, et pas forcément d'attendre de l'État. Il faut qu'on soit, je crois, je pense, moi, j'ai envie de sortir de ce fonctionnement-là, et c'est la grosse problématique en fait qu'il y a dans les familles réunionnaises, j'ai l'impression, moi, ou dans la société réunionnaise, c'est cette transmission, et c'est d'assumer une histoire sale, là, comme le dit Waro. Il faut l'assumer, en fait, et il faut continuer à construire dessus. Et voilà, il faut faire des trucs à l'arrache comme ça, mais moi, je pense il faut qu'on raconte nos histoires, quoi. Il faut qu'on questionne nos parents. Et voilà, on va réussir à créer des prétextes comme ça pour échanger. Sur la question des oreilles, dès très très tôt, dans les rapports gouvernementaux, il est conseillé d'envoyer des fonctionnaires pour occuper tous les postes de direction, parce qu'il faut des gens intelligents et qui savent les choses. Donc le choix est fait qu'il n'y aura pas de formation locale pour tous ces postes. Donc c'est le choix. Et en fait, la balance entre ceux qu'on envoie, les Réunionnais qu'on prend, et les oreilles qui arrivent, est très rapidement. C'est pas aujourd'hui, c'est très rapidement. Il y a plus d'entrées que de départs, assez rapidement. Donc la politique est très clairement mise en place. Il faut comprendre que les Outre-mer sont des espaces où les Français peuvent aller, et ils sont chez eux.
Ils sont chez eux, ils ne sont pas des expatriés, ils sont chez eux, on parle leur langue, c'est leur droit, ils sont chez eux et ils peuvent très très bien vivre. La France a besoin aussi de ces endroits, c'est quand même plusieurs milliers de postes de fonctionnaires chaque année, que ce soit évidemment dans les services, mais aussi dans les lycées. C'est aussi des endroits pour envoyer les militaires. Il faut comprendre qu'on continue à servir d'espace pour les gens qui ici, voilà, la vie quand même là-bas, comme on le sait, vous avez un salaire quand même supérieur à celui d'ici, et en plus vous êtes au soleil. Donc c'est un choix, ce sont des choix. Ce qu'il faut comprendre quand vous dites on, qu'est-ce qu'on peut, mais il n'y a pas on, ça n'existe pas. Il y a un État qui prend les choses en place, il y a des forces politiques, il y a des luttes, et donc effectivement, il y a, par exemple, pourquoi il y a des écoles Michel Debré? Mais parce que Michel Debré continue à être, pour toute une partie de la droite locale, le sauveur, parce qu'il les a sauvés. Parce que effectivement, quand il est arrivé, il leur a apporté le réseau qu'il avait dans le gouvernement pour écraser les forces locales. Donc effectivement, je veux dire, il n'était jamais tout seul, ce gars n'a jamais été tout seul. C'était effectivement la pire des choses qui pouvaient nous arriver. C'était un partisan de l'Algérie française, c'était un opposant absolu aux droits des femmes, c'était un raciste. Donc effectivement, on a eu la totale. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été appelé par les gens de La Réunion, qui l'ont voulu, la droite locale. On fait comme si à La Réunion, on était tous d'accord. Mais à La Réunion, on n'est pas tous d'accord. Il y a des gens, je veux dire, on n'est pas d'accord. Vous parlez de l'école Michel Debré, mais vous avez une avenue Gabriel Massé à Saint-Denis, une des plus grandes avenues. Gabriel Massé est un pétainiste notoire, mais notoire, qui s'est déclaré pétainiste. Il n'y a pas eu d'épuration à La Réunion. Il n'y a pas eu... Je veux dire, il faut qu'on connaisse un tout petit peu notre histoire. Et quand vous dites ces trucs terribles qui sont passés dans les années 70, bon, alors il faudrait qu'on obtienne réparation. Mais vous êtes les enfants de ces années-là. Donc c'est pas que ça s'est passé, ça s'est pas passé au 19e siècle. C'est ce qu'on a fait à vos parents, ou vos grands-parents. Donc vous êtes, je veux dire, cette histoire de vous dire que l'avenir est ailleurs. Elle est là, elle est ancrée, c'est-à-dire c'est l'histoire de notre 20e et 21e siècle. C'est l'histoire de notre pays, aujourd'hui. C'est cette histoire. Elle continue, elle a été mise en place. Et toutes les personnes qui ont essayé de se battre, ce que dit par exemple André Robert ou d'autres, c'est-à-dire que le Bumidum était aussi une officine de police. C'était une officine de police, c'est-à-dire que non seulement on envoyait les Réunionnais ici, mais en plus on leur empêchait d'être syndiqués, de se syndiquer, on leur empêchait de s'intégrer à des organisations. Il ne faut pas sous-estimer ce que l'État français a fait dans les Outre-mer. L'État français a permis, il y avait des milices privées qu'on appelait les nerviers à La Réunion ou d'autres. Je veux dire, ils ont écrasé, mai 67 a été écrasé totalement la Guadeloupe. À La Réunion, il n'y avait pas une élection sans fraude jusqu'à la fin des années 70. Et on a empêché aux gens d'avoir leur culture et leur langue. Et effectivement, donc, vous avez des jeunes réunionnais aujourd'hui qui ne connaissent pas le réunionnais, qui ne connaissent pas le créole réunionnais, mais qui sont obligés. Donc, et je suis tout à fait d'accord, c'est à nous de le faire. Pourquoi l'État ne nous donnera pas? L'État n'a pas de raison de nous donner ça. Parce que s'il nous donnait ça, on voudrait, on voudrait cette dépendance. Elle est économique. Vous savez bien qu'on continue à importer 80-70% des produits qui sont consommés. Qu'en Guyane, qui a 7000 km, c'est 90% des produits sont importés. Que le café il part du Brésil, il arrive ici pour être envoyé en Guyane. Que 80% des terres en Guyane appartiennent à l'État français. À l'État français. Une terre qu'ils ont prise aux Amérindiens. Et à La Réunion, c'est pareil. Pas d'accès aux fonciers, pas d'accès aux fonciers aux Antilles. Pas d'accès, je veux dire, on est héritier d'une situation coloniale. Donc c'est ça, et c'est vrai c'est à nous de le faire. Il n'y a pas de groupe opprimé à qui on donne quelque chose. Son histoire, sa mémoire, sa culture appropriée. Chaque groupe opprimé, que ce soit les ouvriers, les femmes, les peuples colonisés, les gays, les queers, etc., c'est de le prendre. L'État, les puissants, ils ne vous donnent jamais rien. Ils vous donnent quand vous poussez. Et là, ils reculent. Mais il faut que vous poussiez. Et si les enfants de la Creuse ont réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas arrêté de mener le combat. Et ils ont fini par faire que des gens se sont dit, mais c'est vrai, d'acquérir des soutiens. Mais de l'État lui-même, jamais. Et sur les femmes avortées stérilisées, je ne sais pas si l'État un jour reconnaîtra sa responsabilité, mais ça sera à nous de le faire. L'État, il ne va pas tout d'un coup se dire « Ah, mais c'est vrai, j'ai eu tort ».
Il n'a aucune raison, puisque c'est sa politique. Alors pourquoi on fait du mal aux femmes? Tu poses une question très importante. Parce que les hommes, bon, quand je dis les hommes, c'est pas nécessairement ton frère, ton père ou ton cousin, mais les hommes, ont obtenu un pouvoir dans la société en écrasant les femmes. Tu vois, en disant, par exemple, on a interdit aux petites filles de penser qu'elles pouvaient à un moment donné devenir pilotes, bachelières, mathématiciennes, qu'elles n'étaient pas intelligentes, que tout ce qu'elles pouvaient faire, c'était faire la cuisine et élever les enfants. Donc des femmes se sont battues pour que toi, aujourd'hui, tu puisses aller à l'école et rêver de devenir astronome ou couturière ou ce que tu veux de devenir. Mais ce pouvoir-là, je veux dire, pour les femmes, il faut toujours se battre, si tu veux, que ce soit, donc, quand je dis les hommes, c'est pas un homme, hein, c'est un système. Ils veulent que les petites filles, je veux dire, tu le vois parfois, les petits garçons peuvent être assez violents avec les petites filles, ils trouvent qu'elles jouent pas comme ci, elles sont comme ça. Et donc, il faut qu'on dise que les petites filles, et donc les femmes ensuite, parce que ça commence avec les petites filles, elles ne sont pas moins intelligentes ou moins capables que les garçons. En tout cas, pour tout ce qui est de l'intelligence et des capacités, elles sont tout aussi capables. Et donc, il faut se battre contre ça. Toutes les sociétés, de manière différente, mais toutes les sociétés, effectivement, ont réussi à écraser les femmes, à faire que les femmes. Et après, si tu veux, si aujourd'hui en France, on peut faire... C'est parce que des femmes, avant toi, se sont battues. Parce que de nouveau, ça n'a pas été donné comme ça. C'est parce que des femmes se sont battues et aujourd'hui, partout dans le monde, des femmes continuent à se battre pour leurs droits. Partout. Et pour qu'effectivement, des petites filles puissent continuer à rêver, non pas nécessairement de devenir généraux d'armée, mais enfin, en tout cas, de faire des choses bien pour le monde. Mais il faut faire des histoires. C'est très important. Ce qui a été dit, il faut que à l'école aussi, que vous puissiez lire des histoires qui racontent ces histoires-là, qui racontent comment, et aussi que ce soit pas simplement les histoires de petites filles qui seraient que des petites filles blondes aux yeux bleus, mais des petites filles. Voilà, il faut que ces histoires soient connues. Et juste, moi, je voulais rajouter justement sur le fait de quand je dis il faut qu'on fasse nos histoires, c'est aussi par rapport à La Réunion, c'est aussi même si on n'est pas à La Réunion, alors je sais pas, toi tu disais que tes parents sont venus par le Bumidum, t'es né en France sûrement, et c'est aussi de ce côté-là. Par exemple, moi je suis né en France, je parle pas le créole, j'ai eu beaucoup de complexes, mais en même temps je sais que je fais partie de l'histoire de La Réunion. Maintenant je m'inscris dedans, et ça c'est aussi important. Voilà, c'est qu'on a une histoire, il faut la porter aussi dans ce sens-là. Cette migration, elle a créé une situation, ouais, et il faut partir aussi de ça, et voilà, le complexe on l'envoie en l'air. Oui, pas plus, c'est pas moins. Et sans doute également faire des histoires entrelacées. Alors, on parle beaucoup ici de La Réunion. Il y a aussi les Antilles. Et un film qui peut faire écho à celui que vous nous avez proposé. Il y a d'ailleurs un petit extrait du film de Fabienne Canor. Il y en a un autre qui est vraiment exceptionnel, que l'on trouve sur Internet. Ça s'appelle « Des pieds, mon pied » et qui est également une histoire, voilà, d'une fille de deuxième génération, née en métropole, et qui revient sur l'histoire de son père et de sa migration en métropole. Oui, je voulais dire aussi qu'aux Antilles aussi, à l'époque, dans les années 50, 60, il y avait aussi des enfants qui ont été déportés aux Antilles, en France. Mais c'est vrai qu'on en parle moins parce qu'il y a eu moins d'écho, mais ça existe parce que dans notre association, on a quelqu'un qui fait partie de ça, et que maintenant aussi, pareil, il veut retrouver ses racines. Mais comme on disait là, un moment pour les enfants, là, on nous a menés ici, c'était bien parce qu'on nous a promis un avenir. Il n'y a pas de problème aussi, justement, parce que on nous avait dit, ici vous allez être des gens bien, on va vous faire de vous des gens notables et tout. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas été suivis. On a commencé à travailler à 14 ans et la majorité est à 21 ans.
Moi, j'avais un salaire de 500 francs par mois. Avec 500 francs, il fallait payer ma chambre et me nourrir. Et j'avais ni frère ni sœur. On était lâchés à nous-mêmes. Alors, comme on dit, la DAS, c'est bien, mais ils n'ont pas fait leur boulot. Alors, comme on dit, Debré, on va dire que c'est bien aussi, mais il n'a pas fait son boulot jusqu'à la fin. Et à l'époque aussi, il y avait une famille de 11 enfants. 11 enfants. La dernière, elle avait 2 ans et demi, qui a été amenée en même temps que ses frères et sœurs, dans le Cantal, à Quézac. Alors, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on nous a cachées. Voilà. Et je veux dire aussi, en finissant, j'ai un site, Jean-Charles Pitou, où Génération Brisée, vous avez encore plein de choses que, voilà. J'écris aussi ma biographie, j'ai fait un CD justement pour raconter tout ça et ainsi de suite. Ben, merci beaucoup, hein, franchement. Je peux dire juste une petite chose sur cette question. Il faut que nous comprenions pourquoi la Réunion a été visée plus particulièrement. Pourquoi c'est plus de 2000 enfants par rapport aux Antilles, où c'est pas ce chiffre-là. Pourquoi ce sont des milliers de femmes, de 6 à 7 000 par an, entre la moitié des années 60, qui sont avortées et stérilisées sans consentement. Et donc, c'est pas que c'est mieux ou je sais pas quoi, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passait. Et qu'il faut qu'on comprenne aussi qu'il y avait des luttes parce qu'on connaît plus les luttes aux Antilles, on ne connaît pas, et ça fait partie aussi de l'histoire qu'on doit se réapproprier. La force de la répression était à la hauteur de la peur que l'État avait de mouvements qui se faisaient. Quand on dit que tout le monde, les Réunionnais, il y avait très peu de publications, il faut qu'on retrouve ces publications. Il y avait beaucoup de publications à l'époque, beaucoup plus qu'on ne pense. Il y avait beaucoup plus de choses. Comment s'est fabriqué l'oubli de ça? Comment s'est fabriqué l'oubli que ça ne s'est pas passé comme que les Réunionnais n'ont pas baissé la tête et n'ont pas subi passivement tout ce qui leur est arrivé? Ce n'est pas vrai. Comment, je vous dis encore, 30 femmes ont porté plainte et sont allées au tribunal devant des juges. Tout ça, c'était blanc. Tout ça, c'était des hommes blancs. Elles sont allées, elles étaient toutes créolophones, elles étaient toutes des classes populaires, elles étaient toutes des femmes racisées. Elles sont allées porter plainte. Il faut qu'on pense aux personnes chez nous, aux Réunionnais et Réunionnaises, qui ont osé, dans un climat qui était très, 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 vraiment de normativité extrême, ont osé parler. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, et c'est ça que nous devons valoriser. Ça fait partie aussi des histoires à écrire. Ce sont des histoires, il y a eu des personnes formidables chez nous. Il y a eu des personnes absolument extraordinaires et dont l'histoire mérite, des femmes et des hommes, dont l'histoire mérite d'être connue. Je pense qu'on a encore le temps pour 2-3 questions. Puis là-bas aussi. Bonjour et merci pour cet après-midi. Donc moi aussi je viens de la Réunion et je suis venue faire mes études en France. Et en fait j'ai une question qui regroupe plusieurs petites questions qui ont été abordées. Donc il y avait la jeune fille qui parlait comment on peut être militant. Et puis il y avait aussi l'autre jeune fille qui disait quand on vient en France, c'est parce c'est pour se fabriquer un nouveau savoir et compagnie. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est que moi, je suis venue aussi faire mes études en France, donc je vais acquérir un certain, je mets entre guillemets, savoir. Et tout à l'heure, Françoise Vergès parlait de justement le retour de les oreilles qui viennent à la Réunion parce qu'ils ont le savoir et compagnie. Et je me dis, est-ce que quand ils ont le savoir, ils pensent savoir le savoir. Oui, ils pensent savoir. Et je me demandais, quand justement on opère le déplacement de la Réunion en métropole pour faire nos études, est-ce qu'il n'y a pas ce concept un peu de blanchité qui apparaît et comme si on voudrait fabriquer des Réunionnais occidentaux, et du coup comment nous, quand on retourne à la Réunion, comment on appréhende un peu ces questions-là, même si on est un peu dans cette forme de militantisme où on a envie de réactiver un peu nos ressources culturelles et tout ça. Voilà. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis réunionnais et je suis arrivé en France il y a à peu près 10-11 ans
pour faire des études, effectivement, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. J'ai pas été déporté, donc j'en suis content. Parce que les témoignages m'ont beaucoup touché, je suis très secoué, et je remercie donc le réalisateur du film, merci beaucoup pour ça. Ma question est simple, peut-on espérer un jour de faire rentrer cette histoire-là dans les livres scolaires, comme on devrait faire rentrer ces histoires-là dans les livres scolaires français, comme le font par exemple les Africains avec l'histoire de Kunta Kinte, ou encore avec l'histoire de... comment elle s'appelle, la jeune sud-africaine qui a été aussi exploitée pour son corps et qu'on a analysé, la Vénus noire, voilà. Et donc j'aimerais qu'on fasse aussi rentrer cette histoire-là, celle des déportés de la Réunion, dans les livres français, parce que c'est essentiel pour nous de connaître notre histoire, pour nous-mêmes, pour nos enfants. J'en ai pas encore, mais pour ceux que j'aurai bientôt, j'espère. Et pour l'avenir, donc, pour savoir d'où on vient, pour notre identité même. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Alors moi je m'appelle Anne, je suis une réunionnaise également. Je voulais apporter surtout un témoignage plutôt positif dans toutes ces belles déclarations. Donc je suis issue d'une famille d'engagés indiens dont mes grands-parents étaient analphabètes, d'un grand-père de l'autre côté exilé politique. Donc dans ma famille sont présents un certain nombre de dysfonctionnements qui est en lien avec toute cette histoire de la Réunion, qui me touche, que j'ai vraiment à cœur. Et je pense qu'il faut continuer tous ces combats que chacun d'entre vous font et qui sont très honorables, qu'il ne faut pas oublier la mémoire de ce qui s'est passé. Mais moi, je suis venue volontairement en métropole, ça fait 8 ans que je fais mes études ici, j'y travaille et j'ai trouvé un grand accomplissement parce que la Réunion s'inscrit dans la France et ce n'est pas que des choses négatives, c'est aussi une occasion de s'ouvrir vers le monde. Donc je pense que tous les militants ici et tous ceux qui ont témoigné leur souffrance doivent continuer à l'exprimer, à se battre, à obtenir les dommages, enfin les reconnaissances pour les dommages, mais tout ça tourné vers quelque chose de positif parce que je pense que vers l'avenir, les Réunionnais ont énormément à gagner, à s'ouvrir à la métropole, même temporairement, rien que pour la connaître, rien que pour y retourner. Je ne sais pas si j'y retournerai un jour, mais ce voyage en métropole, qu'il soit définitif ou pas, n'apporte pas que de la souffrance ou de la séparation, mais moi j'y ai trouvé un grand accomplissement personnel, donc je voulais mettre une note positive dans tous ces combats. Voilà. Merci. On peut encore prendre une dernière question. Une dernière intervention. Enfin, une dernière intervention. Moi, je voudrais juste savoir, donc du coup, Mme Vergès, vous avez fait vos études aux États-Unis, vous êtes spécialiste de l'esclavage. Est-ce qu'il existe des filières comme ça en France ? Voilà. Dans les universités françaises, est-ce qu'il existe donc des filières sur les dom-toms ou sur l'esclavage ? Voilà ma question. À Lyon, plus spécifiquement. Merci. Alors moi je te rejoins, le voyage est bénéfique. En tout cas, il n'y a pas de voyager, c'est très intéressant si tu le fais en plus de ton plein gré, préparé. En tout cas, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est de parler d'une histoire particulière avec une politique particulière aussi. C'est un peu ça. Mais il y a des gens. Enfin, ma mère va apparaître plus dans la deuxième partie. Elle va en parler d'une façon positive. On voit des contradictions après au fur et à mesure des entretiens, mais elle en parle aussi. Voilà, pour elle, c'est quelque chose. C'est une promotion sociale comme on lui aurait promis, même si c'est pas vraiment ce qu'on lui a dit qu'elle allait faire, quoi. Mais voilà. Et pour le militantisme, moi je sais pas trop. En tout cas, je sais que moi j'ai commencé ce film avec beaucoup de colère, à vouloir tout casser, et je pense que ça marche pas. J'ai mis 7 ans à le faire, et c'est bien d'avoir mis ce temps-là aussi, parce que ça m'a permis de dépasser des choses et de savoir où je voulais me concentrer. Et je milite dans d'autres choses qui me prennent moins à cœur, où j'ai moins d'émotionnel. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être prendre le temps de faire macérer les choses aussi, chacun. Voilà. Et juste pour dire, il y avait la question aussi par rapport à ça a été diffusé à La Réunion. Donc il y a un an, en avril, on avait été à La Réunion pour diffuser. Donc au niveau des institutions qu'on a contactées, ils n'ont pas trop de réponse, donc on l'a fait un peu en circuit marron, comme on appelle ça, dans des cases chez des gens.
Et j'entendais l'histoire, en fait, quand les gens voyaient le film, qui me disaient qu'il y avait encore des femmes, on leur disait, mais va voir l'assistante sociale pour tes enfants, pour tel problème ou tel problème, et qui disaient, mais non, je veux pas voir l'assistante sociale parce qu'ils vont m'enlever mes enfants. Il y a encore ce truc-là qui traîne depuis l'histoire des autos rouges, et voilà, ça perdure, en fait, quoi. Très rapidement, Oui, donc vraiment très rapidement. Sur la question de l'université et de l'école, ce sont des endroits extrêmement importants pour la diffusion d'une idéologie dominante. Donc évidemment, à La Réunion, c'est extrêmement important que ça n'aborde pas qu'à l'université, nous ne puissions pas avoir de département d'études africaines ou d'études asiatiques à l'île de La Réunion, ou d'études postcoloniales, ou même d'études réunionnaises. Donc effectivement, le blanchiment commence déjà là-bas, et la plupart, comme vous le savez, des enseignants là-bas n'ont pas besoin de connaître l'histoire de la Réunion, ni de parler la langue, ni de connaître sa culture. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas d'ouverture, il y a très peu d'ouverture sur l'océan Indien. Et d'ailleurs, effectivement, s'ouvrir dans le monde, mais la France n'est pas que le monde, il y a d'autres mondes, et à La Réunion, on pourrait imaginer aller faire ses études en Afrique du Sud, ou en Inde, ou au Mozambique, ou à Madagascar, ou à l'île Maurice. Il n'y a pas que la France n'est pas le monde, la France est un dans le monde. Effectivement, on peut avoir des expériences tout à fait positives, je veux dire personnellement, mais je ne pense pas que là, nous n'évoquions que des souffrances, au sens que de personnes, mais nous évoquions aussi des inégalités et des violences terribles qui ont été faites à des milliers de personnes à La Réunion. Et pour moi, qui n'ai pas eu à subir, je ne suis victime ni de la déportation, ni d'avortement forcé, ni de stérilisation forcée. Je viens d'une famille d'intellectuels qui m'a permis de faire ce que je voulais. Je trouve ça absolument scandaleux, mais absolument, et pour moi même qui suis épanouie, on pourrait dire, je trouve que ça me gâche la vie en France. Donc ça, c'est pour moi, mais évidemment, on a peu à voir. Et la question de... Espérer que cela rentre dans les livres scolaires, évidemment, c'est extrêmement important. Mais vous savez, même sur la question de l'esclavage, ça a reculé dans les manuels scolaires depuis 10 ans. Ça recule. C'est une bataille incessante. Une bataille incessante pour faire entrer l'histoire. Rappelez-vous, il y a quelques années, il fallait parler d'un royaume africain, le Monomatopa, qui est très important d'ailleurs pour notre région de l'océan Indien. Cri d'Offray, on ne connaîtra plus l'histoire des rois et des reines de France. Ça a été enlevé. Le combat est, je veux dire, c'est vraiment, on sait qu'il y a une, comment dire, c'est enquisté, quoi, en France sur la question du passé colonial, quoi. Je veux dire, il va falloir continuer vraiment à pousser. Mais évidemment que ces histoires doivent entrer. Et évidemment, elles doivent aussi être à La Réunion. Le manuel scolaire qui est tout petit comme ça, de 10 pages, c'est effectivement scandaleux. Je veux dire, on ne connaît pas l'histoire de Madagascar. On est à La Réunion, mais la plupart de nos ancêtres viennent de Madagascar. Qui connaît l'histoire de Madagascar à La Réunion ? Qui connaît l'histoire de Madagascar? Qui connaît l'histoire du Mozambique? Qui connaît vraiment l'histoire de l'Inde et de la Chine? Mais les 3/4 des Réunionnais viennent de ces pays, ils viennent pas de la France. Que connaît-on? Rien. Donc on nous fait français, on nous blanchit aussi par là, sans faire connaître. Nous sommes sur un axe Afrique-Asie. La France est totalement en périphérie quand on regarde même géographiquement. On ne connaît pas le bassin dans lequel on vit, le monde océan Indien. Et les filières universitaires, alors là, pour Lyon, je vous laisserai répondre, mais en France, très peu. Très peu de choses sur l'esclavage et certainement les Outre-mer. C'est même une question, d'ailleurs on en parlait, que le fait que quand on parle de ce qu'on appelle le postcolonial en France, on parle très peu des Outre-mer, qui pour moi sont absolument un symptôme dans la République, qui parle d'égalité et de liberté dans la République, non pas dans la France, mais dans la République, où il n'y a pas d'égalité du tout entre ces différents territoires. Il y a une inégalité organisée. Merci beaucoup. On a atteint l'heure où on est obligé de libérer notre technicien qui passe son après-midi avec nous et qu'on remercie chaleureusement. Merci. Sans qui on n'aurait pas pu passer cet après-midi. Il n'y a pas de conclusion, il y a une conclusion qui vient d'être faite. D'ailleurs, il n'y a pas tellement à rajouter, si ce n'est que moi, ce que je vois, d'abord, c'est parmi mes collègues, de plus en plus de collègues historiens qui travaillent justement à inverser ce peut-être ni d'ici ni d'ailleurs, c'est-à-dire en parlant d'ici et d'ailleurs quand on fait de l'histoire,
Alors le problème, c'est qu'à l'université, il y a quand même des progrès, je trouve, puisqu'il y a des jeunes qui s'investissent, qui ont envie, et puis qui bousculent les anciens aussi, ou qui travaillent avec les anciens, et qu'on peut progresser, premièrement. Deuxièmement, avant que ça rentre dans les manuels scolaires, quels que soient les domaines, c'est une lutte qu'il faut développer. Oui, je pense que sans lutte, on ne change pas les systèmes qui sont mis en place et les systèmes de domination dont je pense qu'en France, et je dirais un mot, je ne veux pas faire de politique ici, mais quand même, l'hommage qui a été rendu par notre nouveau président de la République à tous les anciens présidents de la République, donc y compris ceux qui sont concernés par la période qu'on vient d'étudier sur l'île de la Réunion, m'ont posé, quand je l'ai entendu, un énorme problème. Enfin, un énorme problème, il y en a peut-être d'autres, mais enfin celui-là, quand même, est terrible, puisque cette République, et je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, elle est d'abord liée à une forme de coup d'État institutionnel, c'est une première chose. Et deuxièmement, elle n'est pas complètement en rupture avec ces politiques pétinistes dont j'ai parlé et dont on a reparlé aujourd'hui à travers ce qui s'est passé et ce qui a été vécu par les femmes. Et troisièmement, par rapport à ce qui a été dit sur les expériences individuelles, il faut toujours effectivement, et je rejoins complètement Vergès sur cette question-là, chacun peut avoir une expérience, même dans le malheur, des bénéfices d'un mouvement qui vous emmène ailleurs. Et comme il vient d'être dit sur l'île de la Réunion ne vient pas d'une forme unique de déracinement, de déportation, même antérieurement à cette déportation qui a eu lieu vers la France. Donc c'est un espace, un univers extraordinaire, je trouve, que je connais très peu par ailleurs, mais j'ai jamais été là-bas, mais qui justement doit nous faire travailler à bien faire la différence entre une expérience individuelle qui parfois peut être bénéfique et un système qui continue, à mon avis, d'après ce que j'ai entendu, à exister sur l'île. Parce que comme on sait ce qui se passe aujourd'hui en France avec, c'est pas les assistantes sociales individuellement qui sont mises en cause, mais avec les systèmes sociaux tels qu'ils fonctionnent, je peux pas avoir, moi, en tant que sociologue, de doute sur ce qui peut se passer là-bas, ou continuer à se passer là-bas, d'après les éléments de témoignage que j'ai entendus, en tout cas aujourd'hui. Et ça m'inquiète follement, terriblement, parce que ce qui a été à un moment donné peut revenir très rapidement si on ne lutte pas tout ce qui a été dit. Dernier élément, c'est pas très optimiste, bien que j'ai dit qu'il se passait des choses optimistes, et nous, on va continuer, bien sûr, à l'université. Je dis ça comme ça, on a créé nos diplômes sur l'égalité, les inégalités et la discrimination, donc l'égalité au singulier, pour montrer que c'était une valeur dite universelle dans la Constitution française, mais que les inégalités au pluriel et les discriminations au pluriel, elles étaient permanentes et elles n'arrêtaient pas de se développer. On a créé cette mention, ça a été une lutte pour la créer, ce qui dit que s'il y a des luttes à l'université, alors sur la réalité de ce qui se passe dans la société, c'est encore plus de luttes qu'il faut développer, parce qu'on est quand même un territoire qui devrait apparaître plutôt apaisé. On a réussi à créer cette mention il y a quelques années. Cette mention a disparu. En tant que telle, dans vous voyez, la redistribution des mentions, qui viennent de recommencer à... Non pas le diplôme est resté, mais l'idée d'avoir un diplôme en France qui s'appelle égalité, inégalité, lutte contre les discriminations d'une certaine façon, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui, qui fait partie de la banalité de ce qui devrait exister. Si on a créé ce diplôme ici à Lyon, moi je suis en partie d'ici et d'ailleurs, c'est pour ça que voilà, moi je m'approprie ça dans un autre sens, et que c'est peut-être parce que je viens d'ailleurs que j'ai pu faire ça ici d'une certaine façon. Donc là, mais c'est des dynamiques individuelles. C'est parce que on avait étudié, nous, en tant que sociologue du travail, vous voyez, on parle du travail et de l'exploitation du travail, on a bien vu que ça traversait toute l'après-midi de tout ce qui a été dit. C'est le travail qui est exploité, le travail des femmes, le travail des corps, le travail des hommes, etc., le travail des enfants. Eh bien, en France, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de formation, même dans l'enseignement supérieur, sur les enjeux que portent les inégalités et les discriminations. Il y a des petits bouts de machin par-ci, par-là, des collègues ont fait des choses. Mais avoir des diplômes dans toutes les universités françaises consacrés à ça, je sais que c'est une bonne chose qu'il y ait des diplômes spécifiques à certains domaines sur la colonialité. Mais avoir, dans un point de vue pluridisciplinaire, et qui permette de se rassembler, pour produire plus et mieux de connaissances, à mon avis, je pense, eh bien, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de développer, de voir se développer des choses. Nous, ça fait 5 ans qu'on existe. On aurait aimé que, assez rapidement, ça essaime ailleurs. Bon, ça va être beaucoup plus lent que 5 ans. On va continuer. Grâce à vous, en tout cas, grâce à ce qu'on organise et ce qui fait qu'à chaque fois, il y ait
un public nombreux qui viennent et qui n'est pas qu'un public passif, mais qu'un public qui ne témoigne pas simplement, mais construit la connaissance avec nous. Bien, je pense que l'Université Lyon 2, grâce à la présidence, au vice-président qui était là, va continuer à travailler là-dessus. Vous êtes bien sûr invité au prochain grand événement, on en fait d'autres, mais entre autres qui sera un colloque sur l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie en France, et c'est très important aujourd'hui de pouvoir travailler dans la continuité de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc c'est à la fois un grand plaisir de conclure, de vous avoir accueilli, d'avoir accueilli tous nos participants qui ont permis de développer cet après-midi. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres moments et qu'on reprendra peut-être ce débat sur la Réunion ou avec un débat et une confrontation aussi à ce qui s'est passé en Guyane récemment ou aux Antilles. Pourquoi pas? Il faudrait peut-être travailler à un projet dans ce sens-là à l'Université Lyon 2 et qu'on apportera notre toute petite pierre modeste mais à une grande ambition qui a été très bien exposée par tous les participants. Encore merci d'être venus ce samedi après-midi. Un dernier mot. Oui, j'ai encore 2 mots à dire. Pour l'histoire, on va faire partie de l'histoire de France, les prochaines éditions, là, c'est prévu pour l'histoire de France. Par contre aussi, je voudrais rendre un petit hommage à M. Sudal Fuma, qui était un historien et aussi universitaire à La Réunion, qui s'est beaucoup investi pour nous faire amener jusqu'à où on est maintenant. Et c'est vrai qu'on lui doit pas mal de choses aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites qui vous ont été indiqués et ceux qui seraient intéressés par l'achat du DVD pour pouvoir s'en servir pour animer des débats, n'hésitez pas non plus.